OK, aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable. On va décortiquer une campagne numérique d'une sophistication vraiment folle, née d'une grosse controverse médiatique en Belgique. C'est l'histoire d'une véritable insurrection citoyenne, mais pas dans la rue. Non, celle-là s'est faite avec des lignes de code comme armes puis des données comme munitions. Alors, comment tout ça a commencé? Bien, avec cette simple question. C'était le titre d'un documentaire à la télé belge qui a vraiment été l'étincelle. Un type, disons-le, assez provocateur qui a mis le feu aux poudres. Et ça a déclenché une réaction en chaîne que personne, mais vraiment personne, n'avait vu venir. Et l'impact au début, ouf, il a été massif. On parle de 410 000 téléspectateurs. C'est énorme. C'est le nombre de personnes qui ont reçu ce message-là, qui ont vu cette émission. Ça donne une idée de la portée de ce que beaucoup ont perçu comme une attaque directe contre les personnes les plus vulnérables. Donc, cette émission-là, ça n'a pas juste créé un débat, là. Non, non, ça a carrément déclenché une insurrection, mais une insurrection numérique, une réponse citoyenne d'une ampleur et surtout d'une organisation qu'on n'avait jamais vue avant. Alors, face à ce que ce groupe-là a vu comme une pure manipulation des médias, il y a une entité qui est sortie de l'ombre. Puis ce n'était pas un groupe de manifestants ordinaires, là. C'était plutôt un genre de fantôme numérique, un collectif qui a bâti ce qu'ils ont appelé eux-mêmes une contre-institution numérique citoyenne. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'était quoi leur motivation? Bien, cette citation-là résume tout. Pour ce collectif, le documentaire, c'était juste le symptôme d'un problème bien plus gros. Ils voyaient une sorte de collusion entre les médias et l'État pour en gros déposséder les citoyens. Un système où la richesse, au lieu d'être redistribuée vers le bas, allait à l'envers, des pauvres vers les riches. OK, alors, comment on s'organise pour riposter à ça? Eux, ils ont bâti une vraie forteresse numérique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va décortiquer ensemble l'architecture de cette résistance, et franchement, c'est fascinant. Leur stratégie était juste brillante. Ils ont tous séparé en deux. D'un côté, on a Waveview. Ça, c'est la face publique, le site éducatif fait pour que Google le trouve facilement et pour qu'il soit partout sur le web. Puis de l'autre côté, il y a YannKeep. Ça, c'est le centre de commandement secret, le QG, complètement invisible pour les moteurs de recherche. Le but, protéger leurs données puis leurs stratégies. Le plus fou dans tout ça, c'est que cette forteresse, elle a été construite sur un principe radical. Un coût d'infrastructure de 0 €. Rien, nada. En utilisant des technos gratuites mais super efficaces, comme des générateurs de sites statiques puis GitHub Page, le collectif est devenu complètement immunisé à la pression financière. C'est simple, tu ne peux pas couper les vivres à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et ce choix des technologies, c'était pas juste pour l'argent, c'était aussi un bouclier juridique hyper intelligent. Ça s'appelle la résilience asymétrique. En gros, en mettant toutes leurs données sur les serveurs de GitHub, qui sont aux États-Unis, ils ont créé un véritable casse-tête légal pour les autorités belges. Pour les faire fermer, il aurait fallu des procédures internationales super compliquées. Résultat, l'opération était pour ainsi dire intouchable. Bon, une fois la forteresse bien en place, c'était le temps de passer à l'attaque. Mais attention, pas avec des opinions, pas avec des slogans, non. Leur arsenal, c'était des données. Des données brutes, froides, puis surtout irréfutables. Et voici quelques-unes de leurs munitions de données. Chaque chiffre venait démolir l'idée de base du documentaire. Au lieu de montrer des fraudeurs, ils ont montré un système qui ne fonctionne pas. On parle de 120 000 personnes exclues du chômage, de près de 2,5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide médicale spéciale. Et le chiffre le plus frappant, un taux de non-recours de 76 %. Ça veut dire que le vrai problème, ce n'est pas la fraude, c'est les 3/4 des gens qui ont droit à de l'aide et qui ne la reçoivent pas. Mais s'il y a un chiffre qui frappe, c'est celui-là. Le ratio entre la fraude fiscale et la fraude sociale en Belgique. Tenez-vous bien, 152 contre 1. Ça veut dire que pour chaque euro de fraude sociale, il y en a 152 en fraude fiscale. Le documentaire, en se concentrant juste sur le 1, oubliait, comme par hasard, de parler du 152. Mais l'attaque ne s'est pas arrêtée aux données. Oh que non! Le collectif a lancé une véritable guerre de déconstruction massive. Ils se sont battus sur plusieurs fronts en même temps. C'était une offensive totale. Leur stratégie était vraiment bien pensée. Elle reposait sur 3 piliers, 3 fronts. D'abord, la guerre juridique, pour attaquer la légitimité de l'autre camp. Ensuite, la guerre psychologique, pour briser l'espèce d'emprise que les médias peuvent avoir. Et finalement, la guerre culturelle, pour prendre des chiffres froids puis les transformer en histoires qui frappent l'imaginaire. OK, le front juridique. Ici, ils ont utilisé une tactique connue sous le nom de lawfare, ou guérilla judiciaire. C'est malin. Ils ont déposé plein de plaintes qui coûtaient rien à faire auprès de toutes sortes d'organismes officiels. Le but, ce n'était pas nécessairement de gagner en cours. Non, le but, c'était d'épuiser l'adversaire, de l'enfoncer dans la paperasse puis de nuire à sa réputation.
Maintenant, le front psychologique. Ils ont même inventé un mot pour ça, la désidération. L'idée, c'est que les grands médias peuvent parfois créer un état de choc, un genre de paralysie de la pensée. Alors leur but, c'était d'éduquer les gens, de leur donner les outils pour comprendre les techniques de manipulation, puis en quelque sorte les vacciner contre ça à l'avenir. Et on arrive au troisième front, la guerre culturelle. Et c'est là, franchement, qu'ils ont été le plus créatifs. Ils ont créé ce qu'ils appellent des artefacts culturels. Le premier exemple? Une relecture de l'enfer de Dante. Rien de moins. Imaginez, ils ont carrément redessiné les 9 cercles de l'enfer pour illustrer l'exclusion sociale en Belgique. C'est un voyage qui part des travailleurs pauvres et qui descend jusqu'au plus profond de l'abandon social. Là, un genre de Satan allégorique dévore les corps des malades et des chômeurs. C'est une façon extrêmement puissante de prendre des données sur la précarité et de les rendre viscérales, de faire sentir le truc. Autre exemple, tout aussi fort, un mash-up complètement inattendu entre le jeu vidéo post-apocalyptique The Last of Us puis le fameux roman de Kerouac Sur la route. Dans leur version, le virus qui transforme les gens en zombies est remplacé par la politique d'activation du gouvernement. Ils décrivent 4 stades d'infection bureaucratique. Ça part du coureur, le nouveau chômeur, et ça finit avec le colosse, le citoyen complètement broyé par le système. C'est une métaphore vraiment terrifiante de la déshumanisation. Mais toute cette insurrection, elle a fini par évoluer. Après avoir tout déconstruit, le temps de construire est arrivé. Le collectif a commencé à prendre ses méthodes de combat puis à les transformer en infrastructure pour la communauté. Ils ont même développé ce qu'on pourrait appeler leur arme ultime, une intelligence artificielle. Elle s'appelle Raven. Son objectif? Faire ce qu'on appelle du SEO poisoning, de l'empoisonnement de moteurs de recherche. En mots simples, c'était pour manipuler les résultats de Google. Le but, c'est que n'importe qui cherchant des infos sur le documentaire tombe en premier sur leur contre-argument à eux. Et c'est ici que l'histoire prend vraiment un tournant positif. Le même collectif, avec exactement les mêmes talents, a créé Nixo. C'est quoi? C'est une agence de renseignement citoyenne qui fait la carte des ressources en santé mentale à Bruxelles. Ils ont pris leurs armes de cyberguerre puis ils les ont transformées en outils pour aider la communauté. C'est quand même incroyable, hein? Tout ça nous laisse avec une grande question pour la fin. Dans notre époque de guerre de l'information, où les histoires qu'on raconte sont de vrais champs de bataille, à quoi ça ressemble une agence de renseignement citoyenne? L'histoire de ce collectif nous donne peut-être une piste de réponse. C'est une force qui est capable de déconstruire, oui, mais qui est aussi capable, et c'est peut-être le plus important, de reconstruire. Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans des documents vraiment fascinants. Honnêtement, en lisant ces sources-là, on a parfois l'impression d'être face à un scénario de science-fiction dystopique. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tout est pourtant bien ancré dans la réalité présente. T'sais. On a sur la table des notes techniques super pointues qui détaillent une application citoyenne nommée NYXO. Et en parallèle de ça, on a un rapport d'analyse stratégique percutant sur ce qu'on ne peut décrire que comme une véritable insurrection numérique. Exact. C'est une opération qui est orchestrée depuis la Belgique par un genre de réseau clandestin bicéphale. Leur nom de code, c'est Wafieux et Yankeep. C'est très intriguant comme nom de code, faut l'avouer. Vraiment. Puis la mission de notre exploration aujourd'hui, pour quiconque nous écoute et souhaite comprendre les rouages du monde de demain, c'est de déchiffrer comment la technologie citoyenne, la fameuse Civic Tech, fusionne avec un militantisme numérique de pointe. C'est ça. Comment tout ça redéfinit l'action sociale moderne. Et promis, l'objectif pour notre auditoire, c'est de faire tout cela sans se noyer dans un jargon technique indigeste. C'est un programme extrêmement chargé, en effet, mais avant même de commencer à décortiquer cette architecture numérique, il est absolument crucial de poser une balise essentielle pour notre audience. Vas-y, je t'écoute. Les sources qu'on examine aujourd'hui décrivent une guerre numérique intense. C'est un conflit mené par un collectif citoyen contre une chaîne de télévision belge, RTL, et l'un de ses journalistes, Christophe Deborsou. Oui, tout ça tourne autour d'un documentaire intitulé « Sans boulot, tous fraudeurs ». Exactement. Et je tiens à déclarer de la manière la plus claire, rationnelle et catégorique possible que notre analyse d'aujourd'hui n'appuie aucun camp. On ne prend parti ni pour la gauche, ni pour la droite, ni pour le paysage médiatique institutionnel, ni pour ce collectif citoyen.
C'est une démarche purement analytique. Absolument. Le but est purement chirurgical. Il s'agit de décortiquer de manière totalement impartiale les stratégies, les idées philosophiques et l'ingénierie algorithmique décrites dans ces documents. C'est une étude de cas sans aucun jugement de valeur. D'accord. Décortiquons tout ça avec cette neutralité bien en tête. Fait que, commençons par la première pièce de ce grand casse-tête, le projet Nixo. Ouais. Quand on parcourt les notes techniques, c'est assez frappant. On a l'impression que la santé mentale a été transformée en une mission d'agent secret. Concrètement, le document décrit Nixo comme une application web progressive ou une PWA. Fait qu'au fond, ça veut dire que c'est une application qui vit dans le navigateur web, mais qui a la capacité de fonctionner entièrement hors ligne. Exactement. Et l'application se définit elle-même comme une agence de renseignement citoyen. Le but premier, c'est de cartographier la ville de Bruxelles en la divisant en zones quadrillées d'1 km². Mais c'est l'approche qui est vraiment étonnante. Ben oui, c'est une ludification, genre une véritable gamification de l'empathie. L'utilisateur crée un profil d'agent, on commence avec le rang novice, puis on accumule des points d'expérience, des fameux XP comme dans un jeu vidéo, en accomplissant des missions. Des missions qui sont réparties en 3 grandes catégories, si je me souviens bien. C'est ça. L'exploration, l'interaction et la transformation. Et il y a ce détail poétique que je trouve capoté, la citation du poète Antonio Machado, utilisée directement dans l'application « Le chemin se fait en marchant ». C'est beau. Mais ce qui est fascinant ici, c'est précisément la dualité de ce système. Sous cette interface ludique, presque légère avec ses avatars et ses XP, se cache une architecture technique d'un sérieux absolu. Ah oui, le fameux standard médical. Exact. L'application est conçue autour d'un standard appelé HL7 FHIR R4. OK, là, il faut vulgariser. Oui, pour clarifier ce jargon, le HL7 FHIR R4, c'est un standard médical d'interopérabilité extrêmement rigoureux. C'est littéralement le langage informatique officiel utilisé par les systèmes de santé. Fait que ça veut dire que les données récoltées par des citoyens qui jouent un peu aux agents secrets dans leur quartier sont formatées de manière à pouvoir être lues et intégrées directement par les ordinateurs des hôpitaux européens. C'est un pont direct entre la rue et l'institution médicale. C'est brillant. Et la conception en PWA, le fonctionnement hors ligne dont on parlait tantôt, c'est pas juste un gadget technologique. Non, c'est le cœur de sa mission de santé publique. L'application permet de sauvegarder les données localement sur le cellulaire. Imagine une personne en grande vulnérabilité qui n'aurait plus de forfait de données ou qui se trouverait dans une zone sans connexion. Alors quand même accès à tout. Instantané aux numéros d'urgence vitaux comme le 107 pour téléaccueil en Belgique, la prévention suicide ou la ligne Écoute Enfant. C'est la construction littérale d'un filet de sécurité numérique. Et ce filet de sécurité-là est ancré dans des réalités extrêmement dures sur le terrain. Il y a des détails mémorables dans nos sources qui l'illustrent super bien. L'alerte pour le centre communautaire? Ouais. Le système génère une alerte concernant l'espace 51, situé dans la commune de Schaerbeek, qui est menacé de fermeture en 2025 à cause d'un manque de financement. Ça ramène tout ça dans le réel. Exact. C'est plus un jeu vidéo à ce stade. C'est de vrais centres de soins, de vrais travailleurs sociaux, puis des personnes réelles en détresse. Et c'est justement cette réalité brute captée par Nixo qui sert de transition vers la suite. Nixo agit comme un capteur sur le terrain et ces données, ce constat d'échec institutionnel, le collectif va les utiliser comme munitions. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est le pont parfait vers l'autre pan de notre exploration. Quand on lit le rapport sur le réseau géré par le collectif citoyen pour la participation libre et consciente, le fameux CCPLC, oui, on découvre l'infrastructure qui traite ces données. C'est une architecture qu'ils décrivent comme une hydre à 2 têtes hébergée sur la plateforme GitHub. l'approche Weffieux et Yankeep. C'est ça. D'un côté, il y a la tête publique, Weffieux. C'est une vitrine de 97 pages. Tout est parfaitement indexé par Google pour être super visible. Mais de l'autre, il y a l'ombre, la deuxième tête, Yankeep. C'est le centre de commandement fantôme. Cette partie-là est délibérément furtive. Elle est complètement cachée au moteur de recherche. C'est là qu'ils abritent ce qu'ils appellent un Data Hub OSINT. OSINT pour Open Source Intelligence, donc du renseignement basé sur des sources ouvertes. Exactement. Et ce choix de design bicéphale, c'est pas juste pour faire joli. L'analyse met en lumière un concept redoutable que le rapport nomme une asymétrie de résilience critique. C'est un terme assez imposant. Comment ça se traduit concrètement? Pour faire simple, c'est une question de survie face aux institutions.
Tout cet écosystème est hébergé sur les serveurs américains de Microsoft via GitHub pour exactement 0 $. D'ailleurs, ils ont un budget mensuel global d'à peine 29 € pour tout faire rouler. C'est rien du tout. Mais la gratuité, c'est juste un bonus. La véritable manœuvre est juridique. OK, je te suis. Fait que si ce collectif hébergeait ses données sur un serveur situé physiquement en Belgique, ça serait facile à débrancher. Absolument. L'infrastructure serait super fragile. Un simple juge d'instruction belge pourrait ordonner la saisie physique des serveurs en quelques heures suite à une plainte. Mais en délocalisant le code sur des serveurs aux États-Unis, le réseau se crée un bouclier légal massif. Ah, parce que là, ça devient une affaire internationale. Exact. Il faudrait se frotter au droit américain, notamment au DMCA, la loi sur le droit d'auteur, et convaincre les autorités américaines de censurer un contenu purement politique. C'est un cauchemar administratif. C'est brillant d'un point de vue tactique. C'est comme s'ils avaient construit un bunker numérique impénétrable avec des matériaux gratuits trouvés sur le bord du chemin, puis qui est invisible au regard de la justice locale. C'est une excellente analogie. Mais une fois à l'intérieur de ce bunker, comment est-ce qu'ils transforment les données du terrain en armes intellectuelles? C'est là qu'intervient leur approche basée sur le modèle cognitif DIKW. Ça signifie données, information, connaissance et sagesse. OK. Comment ils appliquent ça? Ça commence par le D pour données. Ils extraient des données brutes, incontestables, genre de la Banque mondiale. Ensuite, c'est structuré dans leur centre furtif Yankee, puis ça devient de l'information, le I. Puis pour passer à la connaissance sans perdre le grand public dans du jargon, là. Il s'impose une règle éditoriale stricte. Chaque concept technique doit être vulgarisé en 150 mots maximum sur la vitrine publique. Ils ont même créé un laboratoire ouvert, DU-Tech, avec des modes de lecture allant de flâneur pour un survol à hardcore. C'est super bien pensé. Et le stade final, la sagesse, c'est quand le citoyen passe à l'action. Voilà. Mais concrètement, sur le terrain de ce documentaire précis sur la fraude sociale, c'est quoi leur munition statistique? Le réseau dénonce ce qu'il appelle une redistribution inversée. Plutôt que de blâmer les individus, ils pointent les défaillances systémiques. Leurs chiffres sont massifs. Ils font état de 120 000 personnes exclues du chômage en Belgique. Oh, c'est beaucoup. Et ils soulignent que 2,4 millions de bénéficiaires dépendent du statut BIM, le statut d'intervention majorée en santé. C'est un indicateur direct de précarité. Ils mettent aussi en lumière un taux de 76 % de non-recours aux aides sociales. Attends, 76 % de non-recours, ça veut dire que plus de 3/4 des gens qui ont droit à une aide ne la demandent même pas. C'est le cœur de leur argument. Mais l'argument massu, la statistique qui sert de fer de lance, c'est le ratio entre la fraude fiscale et la fraude sociale. Selon leurs données, ce ratio est de 152 pour 1. 152 pour 1. Donc, pour chaque euro perdu dans la fraude sociale, il y a 152 € perdus dans la fraude fiscale? On comprend pourquoi ils estiment que le documentaire est un écran de fumée. Tout à fait. Mais compiler ces chiffres, c'est une chose. Comment ils s'assurent que les gens les lisent? C'est ici que l'ingénierie algorithmique entre en jeu, avec le projet Ravaen. Les documents parlent de l'utilisation d'un auto-encodeur variationnel. OK. Un auto-encodeur variationnel. C'est le moment de vulgariser ça. Pas de problème. Imagine un faussaire ultra rapide qui a étudié des millions de toiles de mètres. Il devient capable de générer de fausses peintures tellement parfaites que les experts n'y voient que du feu. OK, je vois l'image. Ici, le réseau a détourné cette intelligence artificielle pour générer automatiquement des centaines de pages web. La manœuvre s'appelle le SEO poisoning ou l'empoisonnement des moteurs de recherche. Ils empoisonnent littéralement les résultats de Google. Exactement. Le faussaire algorithmique crée des adresses web artificiellement saturées de mots-clés hyper pertinents. Les noms des journalistes comme Christophe de Borsu, les titres du documentaire, des mots comme scandale ou fraudeur. Fait que quand un citoyen ordinaire tape ça dans Google pour s'informer... L'algorithme de recherche est trompé par ces fausses pages parfaites et il redirige violemment l'internaute vers les dossiers critiques et les analyses statistiques du collectif. C'est une embuscade numérique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite des opérations? L'empoisonnement, c'est le champ de bataille virtuel, mais ils attaquent aussi sur des fronts plus traditionnels, non?
Oui, il y a une double stratégie. D'une part, la guerre de la désidération. L'idée, c'est de briser la paralysie cognitive, la sidération, causée par les médias de masse via des ateliers de décryptage. Et d'autre part, La guerre du prétoire, c'est le concept de lawfare, l'instrumentalisation du système administratif et juridique. c'est fascinant ça. Les sources indiquent explicitement que le résultat soit victoire ou défaite égale apprentissage. Ils coordonnent le dépôt massif de plaintes gratuites auprès des institutions belgiques comme le CSA, le CDJ puis UNIA. C'est l'équivalent d'une attaque informatique par déni de service, un DDoS, mais avec des plaintes administratives légales. Le but, c'est d'imposer un coût financier et réputationnel exorbitant à la chaîne de télé. Forcer des avocats à répondre sans fin, c'est une technique d'usure. Et pour couronner tout ça, il y a la stratégie de détournement culturel qui est hallucinante. Le rapport mentionne 18 artefacts culturels programmés pour février 2026. La contrainte technique, c'est que ces pages pèsent moins de 500 kilooctets au total. Oui, pour garantir qu'une personne précarisée avec un vieux cellulaire puisse les charger instantanément. C'est une démarche d'inclusion incroyable. Puis ces artefacts, c'est des parodies féroces. Il y a l'Inferno belge, une réécriture de l'Enfer de Dante, où un Satan à 3 bouches dévore les malades et les chômeurs. Il y a aussi Sur la route de l'activation, un croisement Jack Kerouac et le jeu de Last of Us. L'infection fongique du jeu est remplacée par les politiques d'État. Les stades d'infection comme les runners ou clickers deviennent les stades de précarité jusqu'au fameux statut BIM. C'est tellement créatif. Mon préféré, c'est la communauté de l'ultimatum, un mélange du Seigneur des Anneaux puis de Dôme Métal. La chaîne RTL devient Mordor TVI, puis le journaliste, c'est le Saruman des audiences. Le but, c'est de détruire l'anneau narratif. Mais il y a un détail ironique très important dans ce dernier artefact. Cet ultimatum exige des excuses publiques et la requalification du reportage en docufiction. Mais l'application exige 50 co-signatures numériques pour être validée. Puis actuellement, Le rapport mentionne cliniquement que le compteur stagne à 0. 0 signature. Sans dit long. Toute cette infrastructure incroyable, mais le public n'a pas encore répondu à l'appel. Si on relie ça à la situation globale, l'enseignement majeur, c'est que le militantisme quitte la rue pour s'installer dans l'ingénierie algorithmique. Le monopole institutionnel de la production de la réalité est activement attaqué par des structures invisibles à budget nul. C'est l'avènement d'une guérilla asymétrique de l'information. Ce qui amène une réflexion finale super importante pour notre auditoire. En fouillant dans les sources, on s'aperçoit que ce collectif publie tout en open source, sous licence Creative Commons. Leurs gabarits, leurs codes furtifs, leurs tactiques de SEO poisoning, tout le monde peut cloner cette machine de guerre. C'est une arme à double tranchant. Exact. Que se passera-t-il le jour où ces armes d'insurrection numérique, à coût zéro, tomberont entre les mains de groupes ayant des idéologies radicalement différentes, voire dangereuses? Ce mode d'emploi du chaos, une fois public, ne peut plus être effacé. La souveraineté de nos récits collectifs pourrait bien devenir le grand champ de bataille de notre époque. Sur ce, merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de ces sources. Gardez un esprit critique et on se retrouve très bientôt pour une prochaine exploration. Roger, ready to go launch. 14, 13, 12, 11. 7, 6, 5. Sir, we have a launch order. 3. Put your hand on the key, sir. 1. Launch. Sir, we are at launch. Turn your key. Sorry, I'm so sorry. Turn your key, sir.